Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Le blog de Venerc voulait aujourd'hui discuter du plan vélo qui va être mis en œuvre par le Pays du Sud toulousain. Et donc aujourd'hui, on va avoir Nadia Estan, qui est vice-présidente en charge du plan climat, air, énergie territoriale et de la mobilité durable du Pays du Sud toulousain. On Bonjour. aura Aurore Blasco, qui est chargée de mission mobilité durable au Pays du Sud toulousain. Et enfin, Benoît Bonjour. Gadiolet, qui est chef de projet mode actif, partage de l'espace public, accessibilité, planification de la mobilité chez ITER, qui est une coopérative de conseil en mobilité. Alors, pourquoi j'ai voulu m'entretenir avec vous aujourd'hui? Parce que, en tant qu'habitante du Pays du Sud toulousain, j'ai reçu une invitation à participer à un questionnaire pour le lancement d'un plan vélo. Un questionnaire que j'ai rempli, qui était intéressant, qui nous interroge sur nos, nos mobilités cyclables, nos habitudes, nos pratiques, nos itinéraires. Voilà, on sent qu'il va se passer quelque chose derrière, et donc j'avais envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer derrière, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce plan vélo qui se lance avec une phase de diagnostic, de questionnaire. Donc, pour commencer, je voulais demander à Nadia Estan de nous présenter dans quel contexte s'inscrit ce questionnaire et ce plan vélo. Bonjour à tous. Oui, ce qu'il faut voir, c'est que ce schéma s'inscrit sur un tout et surtout sur aujourd'hui une problématique qui a été posée au comité de communes, de savoir s'il devait prendre la compétence mobilité ou pas. Et le pays est toujours là en amont de toutes ces réflexions et propose des études globales qui permettent après que les comités de communes et les communes se saisissent de ces études pour avoir mené leurs propres réflexions. Oui, Donc, alors juste, pardon, je oui, vous interromps, Nadia. Le Pays du Sud toulousain rappelait voilà, que c'est 99 communes. Venerc est tout tout à à fait, l'extrémité est de ce Pays du Sud toulousain. tout à Ça fait, couvre 3 communautés de communes, dont celle du tout à pays fait, haute-rivin dans lequel on est, oui. mais il y a aussi le Le Volvestre autour de Volvestre Carbone et le et le cœur de cœur de Garonne, Garonne c'est ça, avec Rieux, tout à fait, Mézère et Le tout à Foussol. fait. Tout à fait. Et même si ces trois territoires ont des problématiques différentes, la question de la mobilité, qu'elle soit cyclable ou mobilité rurale, c'est quand même les enjeux se rejoignent. Et donc, du coup, le pays est toujours un peu un catalyseur et permet de faire des études en amont de telle façon que ensuite les comités de communes ou les communes puissent se saisir de ces études afin de mener eux-mêmes une réflexion qui soit au-delà de leurs frontières, donc d'avoir une cohésion à l'échelle du territoire du pays. Oui, parce qu'on voit bien que si on veut se déplacer en vélo, il faut qu'il y ait des continuités pour passer d'une D'un zone à l'autre. territoire à l'autre, tout Mm. à fait. Et sans parler que même ce territoire du pays, il a aussi ses propres frontières, donc au nord avec la métropole, et voilà. Et donc c'est toute cette réflexion globale qu'on doit mener, et donc on ne peut pas réfléchir à l'échelle d'une commune ou d'une comité de communes. Et le pays est quand même une taille on va dire, de territoire intéressante pour pouvoir réfléchir à cela. Donc c'est pour ça que les études sont menées à l'échelle du pays. Très bien. Alors, peut-être Aurore Blasco peut nous expliquer un petit peu où on en est des réflexions, qu'est-ce qui a été mené comme étude auparavant sur la mobilité en général et pourquoi aujourd'hui on s'attaque à la mobilité cyclable. Oui, alors le pays a réalisé en 2016 un des premiers plans de mobilité rurale en France. D'ailleurs, c'est ITER aussi qui nous avait accompagnés sur ce projet-là. Et dans le cadre de ce plan, donc, il y a eu un diagnostic du territoire, des mobilités sur le territoire qui a été réalisé avec une série de recommandations d'actions à conduire. Et une de ces actions concernait justement la mise en œuvre d'un schéma des modes doux. Donc voilà, le pays s'est saisi de cette recommandation pour mettre en œuvre aujourd'hui le schéma cyclable à l'échelle du territoire. Et on l'inscrit aussi en fait dans la réponse à un appel à projet dont on est lauréat, ACTER, donc pour améliorer la qualité de l'air sur le territoire. Donc le schéma qu'on va travailler sur le pays prendra en compte cette dimension-là
d'amélioration de la qualité de l'air. C'est un appel à projet émanant de qui? De l'ADEME. De l'ADEME, ok. Justement, l'ADEME, que j'avais interviewé une personne de l'ADEME qui m'avait dit que justement pour faire une transition écologique vers une meilleure qualité de l'air, etc., avec le développement du vélo qu'on voit dans les villes, voilà, pour qu'il y ait une vraie transition, il était indispensable d'embarquer le périurbain et le rural. Et aussi les jeunes et les personnes âgées, et pas uniquement les cadres qu'on voit sur des vélos en ville aujourd'hui. On a l'impression que le vélo se développe, mais en fait, pas tant que ça, puisque dans les zones rurales, où il y avait traditionnellement une utilisation du vélo, cette utilisation est en train se baisse au profit de la voiture. Alors, je ne sais pas s'il baisse, hein, je laisserai après répondre aux spécialistes, mais je pense que c'est surtout que aujourd'hui, la voiture augmente. Je veux dire, c'est une question il y a de plus en plus de véhicules dans les familles. Ceux qui pratiquent le vélo pratiquent toujours du vélo. Je veux dire par là que c'est plutôt la voiture qui augmente. Je voulais juste rajouter juste un petit point que je n'ai pas précisé au départ, le rôle du pays par rapport aux comités de communes et aux communes. Le pays, il n'est pas maître d'ouvrage après dans la mise en œuvre des actions qu'on va étudier. C'est vraiment un catalyseur. Après, c'est les comités de communes, les communes qui vont se saisir de ces études et qui vont peut-être faire des études plus micro, parce que c'est une étude à macro, c'est à l'échelle des 3 Comcom. Et c'est vrai qu'il ne faut pas confondre les deux, parce que ce n'est pas parce qu'on fait une étude qu'automatiquement vont venir fleurir du jour au lendemain des pistes cyclables sur tout le territoire. Il faut savoir que quand même derrière, il y a un coût, qu'il y a des fois comment on appelle ça, il faut avoir des opportunités de mise en œuvre. Par exemple, quand on refait une route, on peut penser cette fois-ci à mettre une piste cyclable à côté quand c'est faisable, mais surtout, ça donne l'opportunité, alors je vais parler par exemple que de Venert, des fois d'anticiper, de maîtriser du foncier, de telle façon à pouvoir mettre une piste cyclable à terme. Donc voilà, ça permet de regarder en amont bien et de sensibiliser les communes et les comités de communes à ce que pourrait devenir le territoire dans le temps. Et donc, il ne faut pas aussi penser que c'est parce qu'il y a cette étude qu'automatiquement, demain, on va avoir des pistes cyclables partout. Parce qu'il y a quand même un temps de réalisation et de coût. Voilà, je voulais juste positionner ça. J'entends bien, mais l'exemple qu'on a eu l'année dernière, donc 2020, avec le premier confinement et ensuite le déconfinement, où il y a eu une explosion de l'utilisation du vélo et où les villes ont fait ce qu'on a appelé des coronapistes, c'est-à-dire des installations vélo, enfin des itinéraires vélo légers avec des traits de peinture et qui ensuite sont destinés peut-être à se pérenniser dans certaines zones, mais il y a eu vraiment un fleurissement de ces… Et là, on s'est dit, bon, ça peut aller aussi rapidement, parce que là, ce que vous êtes en train de dire, on se dit, bon, ok, on en a encore pour 10 ou 15 ans. Non, c'est pas ce que je viens de dire, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire juste, c'est que c'est pas parce qu'on fait toutes ces études permettent d'avoir, si vous voulez, un socle de réflexion cohérent. Ça veut dire qu'au lieu que chaque commune dans son coin, ou que chaque comité de communes dans son coin commence à tracer des pistes cyclables comme ça, j'allais dire pas au hasard, mais au gré comme ça, là, on a vraiment un schéma cohérent qu'on attend d'ITER, qui va nous permettre au niveau macro, il faudra faire des études plus micro pour pouvoir l'affiner, ces études-là, mais qui vont nous permettre de dire, oui, effectivement, on a l'opportunité de faire une piste cyclable là, et c'est cohérent parce que dans le schéma global, elle a bien été identifiée. Voilà, ça nous permet d'avancer d'une façon intelligente et cohérente. Après, pour revenir sur l'exemple que vous venez de citer, c'est vrai que mettre de la peinture pour faire des trajets Corona, voilà, c'est OK, très bien, c'est bien, c'est pas ça, mais ça ne sécurise pas quand même la personne qui est sur son vélo et qui fait le trajet. Ça lui donne, ça légitimise le fait que le vélo est sur la route, mais en aucun cas, ça le protège. Là,
on sera obligé de faire ça peut-être dans certains endroits parce que la route est pas assez large et que le seul moyen de faire une piste cyclable, c'est de partager la route. Donc, du coup, ça peut être une solution. Mais en ce qui me concerne, et je pense qu'ITER ne va pas me contredire, c'est pas ça une piste cyclable. Une piste cyclable, c'est vraiment quelque chose un chemin identifié, sécurisé. Et là, c'est d'autres infrastructures et c'est pas de la peinture sur une route. Voilà, c'est juste pour dire, on aura sûrement le mix de tout ça pour y arriver. Je veux dire, il y aura peut-être effectivement de la peinture sur une route, si ce n'est que pour étudier la faisabilité, être sûr qu'on a fait la bonne décision, que c'est bien la bonne route qu'il faut mettre en œuvre. Mais n'empêche que c'est pas ça une piste cyclable. Voilà, c'est juste pour nuancer les propos. Très bien. Voilà. Alors peut-être que là, ce serait intéressant d'entendre Monsieur Gadiolet du cabinet ITER pour nous raconter, peut-être vous présenter, dire un petit peu pour qui vous travaillez, parce que je crois que vous êtes intervenu dans pas mal de collectivités, et puis nous dire comment vous allez travailler pour nous, pour le Pays du Sud toulousain. Eh bien, bonjour à tous. Donc effectivement, ITER, c'est une coopérative de conseil en mobilité, donc à pied, à vélo, en voiture, en transport en commun, qui existe depuis plus de 40 ans, qui est basée à Toulouse. Donc nous sommes une scope d'une vingtaine de personnes. Et on travaille effectivement depuis plusieurs années beaucoup sur les questions de politique cyclable, qui ne recouvrent pas que des questions d'aménagement, même si souvent ça se matérialise par l'aménagement, la réflexion se cristallise sur l'aménagement, mais c'est pas que ça. On a travaillé aussi bien sur des territoires ruraux ou périurbains comme celui du PETR. On travaille actuellement, par exemple, pour le Pyrénées-Vallée des Gaves, donc au sud de Lourdes, où on travaille sur des territoires un peu plus urbains, comme Montauban, par exemple. Voilà. Donc, on a une expertise assez forte sur le sujet des politiques cyclables. Du coup, comment nous, on intervient, c'est de se focaliser sur le potentiel et sur l'usage. On est actuellement, selon notre façon de concevoir les politiques cyclables, à un tournant. Jusqu'à présent, le vélo, c'était majoritairement des gens qui étaient un peu militants, qui faisaient du vélo, avec 2-3% de personnes qui se déplaçaient à vélo au quotidien. Et le reste se déplace à pied, en voiture ou en transport en commun. Et si la crise sanitaire que l'on traverse a été un accélérateur avec la matérialisation des aménagements temporaires, les fameuses coronapistes dans les grandes villes, certainement grandes d'ailleurs, qui ont permis d'inscrire des aménagements temporaires dans le paysage, ce n'est pas le seul élément à prendre en considération pour expliquer l'explosion de la pratique du vélo de ces dernières années. Il faut penser par exemple au vélo assistance électrique, à tout ce qu'on appelle les engins de déplacement personnel, donc trottinettes, overboard, etc., qui ont de réels atouts pour les personnes qui prennent les transports en commun, notamment, puisque c'est beaucoup plus facile de plier sa trottinette, prendre son overboard sous le bras et ensuite prendre le train. On n'a pas besoin de le stationner. Dans le train, ça prend beaucoup moins de place. Donc tout ça fait que depuis quelques années, on assiste à une forte augmentation de la pratique du vélo. Et nous, pour le pays, mais comme sur les autres territoires sur lesquels on intervient, on s'est dit, bon, on ne peut pas tout faire. Tout faire, c'est ne rien faire. Donc, on va essayer de se focaliser là où sont les potentiels. Et les potentiels, on va les estimer ensemble avec le pays et les habitants du pays, à travers une démarche à la fois technique. Donc nous, on va regarder les densités de population, la localisation d'emploi, les établissements scolaires, etc. Tout ce qui va générer des déplacements au quotidien. Avec le pays, parce qu'on travaille main dans la main sur, du coup, qu'est-ce qui a de l'importance pour vous, qu'est-ce qu'il faut relier, etc. Puis avec les habitants, donc à travers l'enquête que vous avez citée en introduction, et puis par la suite, on aura également des ateliers de concertation avec les communes dans les mois à venir, pour vraiment co-construire ce schéma et croiser à la fois l'analyse technique, statistique, et l'analyse des usagers du territoire pour identifier, cibler les potentiels. Et on va faire un schéma. Ce schéma, il a un horizon de 5 à 10 ans, où on va identifier des axes à aménager. Il est évident qu'à l'échelle de 97 communes,
le schéma ne desservira pas les 97 communes. Sinon, on revient à ce que je disais précédemment, on fait tout. Et si on fait tout, c'est un peu l'écueil qui a été fait sur les politiques cyclables des 20 ou 30 dernières années. Et bien, on voit que partout, il y a un bout de piste cyclable, un bout de voie verte, un bout de bande, etc. Mais rien qui ne fait système. Il n'y a pas de continuité. Et donc, partant de là, s'il n'y a pas de continuité, l'infrastructure est très peu utilisée parce que présente un intérêt plus que limité. Enfin, il suffit de faire le parallèle avec les transports en commun ou avec même la voiture. On n'imagine pas avoir une route qui fait 200 mètres de long et puis ensuite qui s'arrête dès qu'on arrive à une intersection et qu'il n'y a plus rien de l'autre côté. Oui. C'est un peu l'écueil aujourd'hui qu'on rencontre sur les aménagements cyclables, et c'est nous ce qu'on va essayer de faire, de travailler du coup sur des itinéraires continus, directs, si possible sécurisés, parce que si on veut que les personnes, notamment les jeunes que vous citiez en introduction, collégiens, lycéens, qui ne sont pas motorisés par définition, utilisent le vélo, il faut convaincre les parents que les itinéraires pour aller au collège, au lycée, voire au primaire, sont sécurisés. Et donc, voilà, c'est un peu la façon dont on envisage d'intervenir sur le territoire du PETR lors des prochains mois. Ouais. Et le pays du Sous-Toulousain est juste au sud de Toulouse Métropole, qui a bien développé les pistes cyclables et donc se connecter aussi à ces zones-là, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler à Toulouse. Complètement. Complètement. On n'est pas sur une démarche qui est centrée uniquement sur le pays. La question des connexions avec les territoires limitrophes est effectivement importante. Et évidemment, tout le secteur du Murtin et du Toulousain, en tant que très gros bassin d'emploi, est à traiter. Dans un contexte aussi où il y a un réseau express vélo qui est en train d'être conçu et qui va se développer, donc qui va permettre là pour le coup d'avoir des routes rapides, sécurisées pour se rendre dans différents endroits de Toulouse et de l'agglomération toulousaine, et donc là qui crédibilise du vélo pour aller au travail. Et donc nous on est juste à la bordure, à la limite, et ça peut être intéressant de Tout à fait. Oui, tout à fait. En plus, la région, je veux dire par là, par ce schéma cyclable, va avoir des éléments factuels qui vont aussi lui permettre d'avoir une vision globale. Et donc, voilà, je veux dire par là, c'est un tout. Je veux dire que tout le monde a fait son schéma cyclable à son échelle, avec des objectifs qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on a des schémas cyclables. Et nous, le but, c'est que tout soit cohérent, de telle façon qu'on ait une vision globale et qu'on soit efficient. C'est ça, le but vraiment, c'est d'être le plus efficient possible, avec effectivement 2 points, on va dire, importants. D'un côté, c'est le rabattement sur les gares. Donc ça, c'est vraiment important. Et effectivement, aussi vers les collèges et lycées, puisque ça, voilà, c'est les 2 grandes cibles. Et donc, c'est pour ça que il va falloir faire des choix quelles sont finalement les routes les plus importantes pour chaque, on va dire, chaque communauté de communes, et chaque commune, à chaque fois à des échelles différentes, pour pouvoir faire le schéma cyclable, sachant que ça n'interdit pas, lorsqu'on fait un projet neuf, de cette fois-ci, contrairement à avant, d'obliger tout le temps à faire une piste cyclable. On aura des petits morceaux qui vont des fois fleurir, j'allais dire, et qui ne vont pas avoir de continuité. Et notre objectif, c'est d'avoir un tronc, une voie principale, et venir se connecter petit à petit à cette voie principale. Et évidemment, il y aura on va dire des choses qui ne sont pas cohérentes pendant un certain temps, pendant une période, et peut-être que la façon de faire, ça sera de faire ce tracé de peinture pour faire cette jonction pendant les périodes où le temps de trouver une solution pérenne. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est obligé de commencer par quelque chose. Donc, le quelque chose, ça va être des priorités qui vont être données par le travail que va faire ITER et qui va nous permettre de faire ces routes principales qui vont pouvoir être identifiées, mais pour nous, mais aussi pour nos financeurs et pour nos partenaires.
On a cité tout à l'heure la métropole, il y a le côté il y a aussi le côté Sicoval, hein, puisque nous, on a aussi la frontière avec le Sicoval, et on a rencontré, évidemment, en tout cas, j'ai rencontré les différents partenaires pour bien dire que nous étions en train de faire ce travail-là, de telle façon à ouvrir à cette discussion pour qu'il y ait une connexion de tous les côtés. Alors, je reviens à ITER. Vous avez évoqué d'une part les études techniques pour élaborer ce schéma. Vous avez parlé aussi des réponses aux questionnaires. Donc là, moi, mon idée, c'était d'inciter vraiment le maximum de personnes à participer à ce questionnaire pour pouvoir faire remonter des besoins. Donc, de quelle manière vous allez les prendre en compte, les réponses à ces questions? Mais on va vraiment croiser l'analyse technique et l'analyse des usages qui sera faite via le questionnaire et via les ateliers. Il faut savoir qu'ITER, comme on a une scope, la démocratie participative, on la pratique déjà en interne. C'est un peu notre ADN depuis plus de 40 ans qu'on existe. On a toujours fait de la concertation et de la concertation plutôt poussée en général. On est plus sur la co-construction que juste de l'information, comme on fait parfois dans certains territoires. Ça nous semble être un peu limité. Nous, ce qui nous semble pertinent, c'est d'aller voir les acteurs locaux, que ce soit la société civile, les élus, les techniciens, les partenaires techniques, financiers, etc., pour comprendre quels sont les besoins des uns et des autres, leurs attentes, et ensuite faire un projet qui répond le mieux aux attentes des uns et des autres. Parce que faire un projet de technicien en chambre, c'est possible, hein, mais c'est pas ce qui nous intéresse. C'est vraiment, je pense, ce qui nous démarque peut-être de pas mal d'autres collègues, où même s'ils font de la concertation, je pense que c'est vraiment notre ADN. Et voilà, du coup, ce que les personnes vont exprimer dans l'enquête, ça va nous permettre de dire, si nous, on avait n'importe quoi identifié en croisant des données de l'INSEE ou de l'IGN sur la population d'emploi, qu'il fallait relier absolument deux pôles. Peut-être que dans la concertation, les gens vont me dire, mais oubliez la liaison de ces deux pôles, parce que quoi qu'il arrive, celle-ci, on la fera jamais en vélo. On se sent pas à l'aise. On préfère aller plutôt à l'est, plutôt au nord, enfin peu importe, on préfère aller ailleurs. Et donc du coup, c'est hyper important de conforter ces analyses statistiques aux attentes des usagers, parce que demain, c'est eux qui seront sur le territoire, c'est eux qui vont pratiquer les aménagements et les itinéraires qu'on va préconiser de mettre en œuvre. Donc, si on ne les écoute pas, on prend le risque de se rater. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de répondre à ce questionnaire. Et en plus, donc, dans le questionnaire, il y a une partie d'identification des personnes pour comprendre quelles sont les personnes, est-ce qu'ils ont une voiture, un vélo, un vélo assistance électrique, etc. Enfin, dresser un peu le profil des répondants. Et après, on va les interroger sur qu'est-ce qui fonctionne à l'échelle du pays, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en tant que vous, cycliste, mais également si vous n'êtes pas cycliste. Il y a des parties, si demain vous souhaitez utiliser le vélo, qu'est-ce qu'il vous faudrait, qu'est-ce qui vous convaincrait pour utiliser le vélo, quels sont les freins qu'il faut lever. Et donc ça, c'est extrêmement important aussi pour nous, parce qu'on voit bien qu'il y a autant de cyclistes que de personnes, et de matériel d'ailleurs. Il y a des personnes qui ont des vélos cargo, des longues tailles, des vélos de course, des VTT, etc. Et à cette diversité de matériel correspond une diversité d'usages. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Et ça, c'est juste pour les cyclistes. Alors, si en plus, on veut convaincre d'avoir plus de cyclistes demain sur la route, il faut aller interroger ceux qui n'en font pas aujourd'hui. Et on remarque que dans tous les territoires, il y a plein de gens, beaucoup plus que ce qu'on l'imagine, y compris dans les territoires périurbains et ruraux, qui sont prêts à utiliser le vélo. Et ce qu'on remarque, alors on verra les conclusions de cette enquête, mais c'est la plupart du temps sur tous les territoires, que ce soit des enquêtes ITER faites ou d'autres en France ou à l'étranger, c'est que le frein principal, c'est l'absence d'aménagement sécurisé. Et à partir du moment où, j'imagine qu'on aura ce même type de réponse sur le pays, on aura des aménagements sécurisés, on aura de l'usage. Mais ça, c'est une loi, entre guillemets, des mobilités. À partir du moment où on a une infrastructure qualitative, il y a de l'usage. Vous voulez du transport en commun, vous mettez un métro,
sauf si vous le faites passer au milieu du désert, mais sinon, il y a du monde dans votre métro. Vous faites une 2x2 voies, il y a du monde sur la route. Vous faites une piste cyclable directe, sécurisée, continue, il y aura du monde à vélo. Donc, ça veut dire que tout le monde doit répondre à ce questionnaire, y compris ceux qui n'utilisent pas le vélo aujourd'hui, en tout cas pour aller au travail. Il y en a peut-être qui l'utilisent le week-end, mais parce qu'on a besoin de savoir pourquoi ils ne s'en servent pas aujourd'hui. Par exemple, pourquoi il n'y a pas beaucoup de collégiens qui vont au collège en vélo? Exactement. C'est vraiment pas un questionnaire ciblé pour les cyclistes uniquement. C'est un questionnaire qui est ouvert à tous et tous les habitants du pays ou même les personnes qui éventuellement ne résident pas sur le pays mais qui travaillent sur le pays, qui arrivent par exemple de Toulouse en train et puis ensuite qui vont travailler Carbone, Outry, depuis la gare, sont invités à répondre de façon à ce qu'on a vraiment une pluralité de réponses qui nous permettent d'être le plus fin possible dans l'analyse et ensuite la construction du schéma. Vous avez des éléments qui vous permettent de corréler justement les infrastructures et l'usage. Par exemple, un collège qui est connecté avec des pistes cyclables sécurisées a un taux d'utilisation de vélo par les collégiens de temps, alors que là où il n'y a pas de piste sécurisée, il est beaucoup plus faible. Ça, vous avez des éléments? On n'a pas ce type de ratio, parce que ça ne dépend pas uniquement de l'infrastructure. Le tissu urbain va jouer. Pardon. Oui, mais voilà, on a des observations, on a des chiffres un peu plus globaux qui ne sont pas spécifiques à l'échelle d'un établissement scolaire. Mais grosso modo, quels que soient les territoires, en France ou à l'étranger, ce qu'on peut observer, c'est quand il y a de l'infrastructure, il y a de l'usage. Et l'infrastructure, encore une fois, c'est de l'infrastructure sécurisée. Alors, il ne s'agit pas de dire on va faire des pistes cyclables partout, hein, mais il s'agit de faire quelques pistes structurantes aux endroits clés, là où il y a le plus de potentiel, et puis ensuite on pourra irriguer ces pistes en connexion avec les bassins résidentiels, etc. Moi, j'habite dans un quartier, un pavillon, peu importe. Pas besoin d'avoir une piste devant chez moi. Si il y a 50 voitures qui passent dans la journée, ça ne sert à rien. On ne va pas dépenser de l'argent pour faire une piste ici. Par contre, quand on arrive sur la départementale ou la nationale, où il y a 10 ou 15 000 véhicules jour, là, il y a un besoin de sécurisation. Et on va plutôt essayer de se concentrer sur ce type d'infrastructure, et donc être sur une hiérarchie des aménagements en cohérence à la fois avec les usages attendus et avec le degré de sécurisation nécessaire pour permettre l'usage. D'accord. Donc là, en ce moment, les gens peuvent répondre au questionnaire. Vous pouvez me rappeler la date de fin de ce questionnaire? 28 mai de mémoire, c'est ça? 30 mai. 30 mai. 30 mai. Et ensuite, il y aura des réunions pour aller un petit peu plus finement dans le travail qualitatif? C'est ça. C'est ça. Le questionnaire, pour pouvoir être exploité, on présente des questions qui sont plutôt fermées, avec des tableaux, des réponses à choix multiples, pour qu'on puisse faire nous, ensuite des statistiques à partir de là. Et les réunions de concertation, elles, verront beaucoup moins de monde, mais seront l'occasion d'être sur une analyse un peu plus qualitative des attentes des personnes. Actuellement, là, pour vous donner une idée, on est à plus de 600 répondants sur... C'est ça, c'était ma question suivante. Ok, c'est super, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça intéresse... Bon, en même temps, c'est 600 personnes à l'échelle de 99 communes, donc bon, c'est bien, mais on peut faire mieux encore. Oui, on peut toujours mieux faire, mais nous, pour le moment, on est content de la dynamique qu'il y a autour de la réponse de cette enquête, et on espère du coup dépasser les 1000 à échéance du coup du 30 mai. D'accord. Et donc, le calendrier, ensuite, une fois que vous avez le questionnaire, les réunions, c'est quoi? Quand est-ce qu'on aura un retour? Quand est-ce qu'il se passera des choses concrètes? Grosso modo, c'est des études un peu longues, surtout que les processus de concertation prennent du temps. Donc, on finalisera le diagnostic avant l'été. Parce que nous, on va aussi aller voir ce qui se passe sur le terrain. On va prendre des vélos et puis on va arpenter le territoire pour en tirer nos conclusions techniques. Donc, ces réunions de concertation,
qui nous permettra de dégager des enjeux et des objectifs à proposer aux élus donc, pour la suite de l'étude sur la fin d'été. Ensuite, on aura une phase qui sera relativement courte, mais qui est la plus importante du schéma, c'est la phase de stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà. On a parlé par exemple du rabattement sur les gares, du rabattement sur les collèges, les lycées. Peut-être que le rabattement sur les collèges et les lycées, ça ne sera absolument pas ressorti lors de la concertation. Au contraire, que ça sera complètement ressorti. Nous, nos échanges avec le pays actuellement, c'est justement, c'est que c'est un enjeu. Et demain, il faut qu'on croise cet enjeu-là avec les attentes des habitants pour se dire, pour le conforter ou non. Et donc, à partir de là, OK, comment on fait? Est-ce que, du coup, on est sur de l'aménagement? Est-ce qu'on est sur du stationnement? Parce que c'est bien beau d'arriver au collège ou au lycée en vélo, il faut encore pouvoir le stationner, son vélo. Et je rappelle que, du coup, le collège, c'est compétences départementales, le lycée, c'est compétences région. Donc, derrière, on va rentrer sur des questions financières, foncières, tout simplement. 1 mètre carré par vélo stationné. Si demain, on envisage d'avoir 100 collégiens, 100 lycéens qui viennent à vélo, il faut 100 mètres carrés. Où est-ce qu'on met... Enfin, voilà, on va rentrer dans ce genre de discussion pour bâtir une stratégie. Très bien. Et puis ensuite, une fois qu'on aura donc ce cadre global, on sera dans la définition d'un plan d'action phasé et financé. Donc pour dire, voilà, année 1, voilà ce qu'il faut faire, voilà combien ça va coûter, etc. Il ne s'agit pas de donner un cadre extrêmement contraignant au pays, c'est des orientations pour savoir à peu près où est-ce qu'on va se situer, à peu près combien ça va coûter, et ensuite charge au pays de le diffuser et de poursuivre la dynamique partenariale engagée avec les communes, le département, les gestionnaires de voirie, pour faciliter la mise en œuvre de ce schéma. Et le pays, là, aura toute sa place de coordinateur et de facilitateur, continuer à assurer, du coup, lors des prochaines années sur ce schéma. Parfait. Ben, merci. Je voulais juste rajouter quelque chose. Oui. Bientôt. Je sais. Un dernier mot, Nadia. Voilà, non, je voulais juste rajouter qu'il y a aussi quand même une vision globale à avoir en rationalisant les moyens mis en œuvre pour la mobilité en général. Je veux dire, par exemple, on parlait par exemple le rabattement pour les collèges. On a quand même un département qui met en place des transports pour les collégiens qui sont gratuits dans notre département. Il ne faudrait pas venir vider les bus des collégiens, quoi. C'est pas le but aussi. Je veux dire, par là, il faut que tout soit rationnel. Et c'est pour ça que le schéma cyclable, il n'est pas hors tout. Je veux dire, c'est complémentaire de la mobilité en général. Et il faut évidemment que lorsqu'on a son vélo et qu'on arrive à la gare, qu'on puisse le rentrer dans le train et ainsi de suite. Donc, je veux dire par là que c'est vraiment une vision globale qu'il faut avoir. La mobilité, le schéma vélo s'inscrit dans un tout. Voilà. Et quand je dis un tout, c'est un tout vis-à-vis de ce qui existe, ce qui fonctionne bien, et aussi des besoins de mobilité, par contre, qui sont vraiment important pour enlever la voiture de la route et permettre plus de… Voilà. Mais je vous remercie. Que ça soit une mobilité active. Voilà. À tous les trois. Et je vous donne rendez-vous peut-être à la rentrée pour faire un premier bilan de l'étude et savoir où on va, en tout cas parler des prochaines étapes, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Merci et à bientôt. Merci à vous. À vous.